Le succès du traitement de la pathologie de l'épaule nécessite un diagnostic précis. Pour cela, il est primordial de connaître parfaitement l'anatomie et la physiologie de cette articulation, siège d'une pathologie complexe et variée. En effet, l'articulation de l'épaule est formée de 5 articulations, 3 réelles et 2 virtuelles, toutes peuvent être le siège de pathologies différentes. Ces pathologies touchent des tranches d'âge différentes. La pathologie de l'instabilité touchera essentiellement le sujet jeune, alors que la pathologie dégénérative intéressera le patient au-delà de 40 ans. Comme pour toute pathologie, l'examen clinique est prioritaire, malgré les progrès technologiques de l'imagerie. Cet examen clinique reste incontournable afin d'orienter le diagnostic et cibler les examens complémentaires. Le contact avec le patient doit le mettre en confiance. Dans certaines pathologies, l'épaule est extrêmement douloureuse, voire même inexaminable. Sa manipulation reste donc délicate. L'observation du patient lors de l'interrogatoire et du déshabillage est la première étape de cet examen. L'interrogatoire du patient doit nous permettre de nous orienter vers une entité pathologique. Il précise le motif de la consultation et élucide si le début est brutal ou progressif. La notion traumatique est à rechercher systématiquement. Le mécanisme du traumatisme clarifie parfois le handicap. La durée des symptômes, l'existence d'épisodes identiques anciens, le rythme de la douleur, inflammatoire et ou mécanique, sont à apprécier. A-t-il eu un traitement? De quel type? Quelle en a été l'efficacité? Les antécédents du patient sont à prendre en considération pour aider au diagnostic et adapter la thérapeutique. Interaction médicamenteuse, contre-indication. C'est au cours de l'interrogatoire qu'on va donc apprécier l'importance de la gêne fonctionnelle, professionnelle et dans les activités quotidiennes. Cette évaluation des besoins du patient est indispensable à la décision thérapeutique. L'inspection se fait toujours sur un patient torse nu, de dos, puis de face et d'une manière comparative. L'existence d'une éventuelle déformation est à rechercher, d'une amyotrophie, des fosses supra- et ou infraépineuses, du deltoïde, du trapèze, d'une contracture, d'une attitude vicieuse ou d'un décollement de l'omoplate. La palpation de certaines zones de l'épaule est très utile, notamment l'articulation acromioclaviculaire, qui est un piège classique, la sternoclaviculaire, qui reste plus rare, et la clavicule. La palpation des autres éléments anatomiques peut être également réalisée, mais reste peu fiable, surtout si les patients sont enrobés ou très musclés. L'acromioclaviculaire se palpe directement sous la peau, sauf si le sujet est obèse. Cette articulation se trouve immédiatement en avant de la dépression, délimitée en avant par la clavicule, en arrière par l'épine de la scapula et en dehors par l'acromion. La douleur est recherchée par la pression directe en mettant la main dans le dos, puis en antépulsion passive pour détendre le trapèze, et ou par les tests de provocation du bras croisé qu'on appelle le Cross Body Adduction Test. L'apophyse coracoïde, la gouttière bicipitale, le trochin et le trochitaire, appelés également tubercules mineurs et majeurs, restent difficilement accessibles, sauf si le sujet est très maigre, et sont souvent très sensibles à la palpation, même en temps normal. Le rachis cervical est palpé et mobilisé doucement à la recherche d'une douleur projetée. La palpation de la région axillaire ne doit pas être oubliée selon le contexte, à la recherche d'adénopathie ou d'autres tumefactions éventuelles. Les amplitudes articulaires sont recherchées dans tous les secteurs avant les tests de provocation, en commençant par la mobilisation passive, puis active. Il faut éliminer rapidement le diagnostic de capsulite rétractile, expliquant la limitation des amplitudes articulaires passives, hors contexte d'arthrose et de séquelles de fracture. Si l'épaule est raide, l'examen clinique n'est plus fiable et il serait fortement conseillé de réexaminer le patient une fois que les amplitudes articulaires ont été récupérées. La rotation externe est appréciée en maintenant le coude fléchi le long du corps du patient et en faisant pivoter ses avant-bras. Ensuite vient l'antépulsion, l'abduction et la rotation interne, main dans le dos, pour apprécier les amplitudes articulaires globales. La mobilisation active dans les 3 secteurs, l'élévation antérieure, la rotation externe et la rotation interne sont ensuite appréciées. L'observation de la mobilité scapulo-thoracique, appelée également rythme scapulo-thoracique, lors de l'élévation antérieure du bras est très importante. En effet, toute faiblesse d'un ou de plusieurs muscles stabilisateurs de la scapula, trapèze, serratus antérieur ou rhomboïde, peut être responsable d'un décollement du bord médial de la scapula, appelé scapula alata ou winging scapula. La diminution de la mobilité active sur une épaule souple oriente vers une atteinte musculaire et ou neurologique. La force musculaire est ensuite évaluée par des mouvements de contraction contrariés, suivis si possible par une mesure de la force au dynamomètre. Cette étape a pour but d'évaluer la fonction des différentes structures musculaires
et notamment celle des muscles de la coiffe des rotateurs. Elle permet également d'éliminer, selon le contexte, une cause neurologique. La coiffe des rotateurs constitue la principale source de douleur de l'épaule dans la pathologie dégénérative. Elle est constituée des tendons de l'insertion humérale des muscles subscapularis, supraspinatus, infraspinatus et le teres minor. La portion intra-articulaire du tendon du long biceps vient se rajouter à ces 5 tendons en passant dans la région antéro-supérieure de la coiffe des rotateurs, appelée l'intervalle des rotateurs. La discordance anatomoclinique est classique. En effet, toutes les lésions peuvent répondre au même tableau clinique, car il n'existerait pas ou peu de signes. L'examen clinique est donc peu spécifique des lésions anatomiques. Mais si cet examen clinique est bien rigoureux, il apportera des arguments solides pour envisager avec une bonne certitude l'existence d'une lésion anatomique et son étendue. L'évaluation de la fonction du muscle subscapulaire se fait de différentes façons. Le lift-off test de Gerber, qui consiste à demander au patient de mettre sa main dans son dos et de décoller son avant-bras du plan du dos. Le test est dit positif si le patient est incapable de décoller la main du dos. Bien entendu, ce test ne peut être réalisé que si le patient a une bonne rotation interne. Ce test peut également être réalisé d'une autre façon décrite par Hertel, comme le Internal Rotation Leg Sign ou signe du rappel automatique en rotation interne. Il se fait en plaçant la main du patient à distance des lombes, coude fléchi et en demandant au patient de tenir la position. Un franc retour de la main signe une rupture complète. Un retour limité de la main indiquerait une rupture de la portion supérieure du subscapulaire. Dans le cas où l'épaule est en raidie, le press belly test de Gerber, appelé aussi le signe de Napoléon par certains, peut apporter des informations aussi précises sur la fonction du subscapulaire. On demande au patient ayant posé sa main sur le ventre, poignet en rectitude et le coude en avant, d'appuyer fortement sur le ventre avec la main en gardant l'avant-bras dans l'axe de la main et le coude décollé. Le test est positif et traduit une rupture du subscapulaire si le patient recule systématiquement son coude en fléchissant son poignet pour appuyer sur son ventre. L'atteinte de la fonction du muscle supraspinatus est évaluée par les tests suivants. Elle est déjà évoquée par une amyotrophie de la fosse supraspinale et la perte de force au dynamomètre. Il faut prendre en considération l'importance de la compensation par le deltoïde chez certains sujets et notamment l'haltérophile. Le drop arm sign consiste à mettre le bras en antépulsion de 90 degrés et à le lâcher brusquement en demandant au patient de le maintenir. La chute du bras traduit une atteinte de ce muscle mais reste très peu sensible. Le test de Job consiste à demander au patient de mettre le bras à 90 degrés dans le plan de la scapula en rotation interne. On teste la force du muscle en demandant au patient de résister à la pression exercée par l'examinateur vers le bas. Le test est positif si le patient lâche brutalement son bras. Le lâchage du bras n'est pas synonyme de rupture. En effet, ce test est douloureux et la simple douleur aiguë peut suffire pour faire tomber le bras. Les manœuvres de conflit sous-acromial ou impingement sign ont pour but de réveiller la douleur en écrasant l'espace sous-acromial entre l'acromion et le trochitaire. Leur réalisation doit être douce et en fin d'examen en raison de leur caractère douloureux. Le test de Neer consiste à bloquer l'omoplate pour éviter sa rotation pendant que le patient élève vers l'avant le bras porté en rotation interne maximale. Il est positif s'il déclenche une douleur. Le test de Hawkins, bras en antépulsion à 90 degrés, coude fléchi, la mise en rotation interne réveille une douleur en cas de conflit. Le test de Yokum consiste à poser la main du patient sur son épaule contralatérale. Le soulèvement actif du coude fléchi provoque la douleur. Le tendon du long biceps est souvent en cause dans les douleurs dégénératives de l'épaule. Sa pathologie est associée fréquemment à celle de la coiffe des rotateurs et est rarement isolée. Sa rupture spontanée n'est pas rare, il faut savoir la rechercher. Il n'est pas toujours évident cliniquement car le tendon ne peut pas être rétracté. Elle est plus facilement visible chez les sujets maigres. La fameuse boule au bras, appelée également le signe de Popeye, est recherchée en faisant une flexion contrariée de l'avant-bras du patient, coude au corps et à 90 degrés. Dans la pathologie non rompue du biceps, la douleur est classiquement antérieure, se projetant dans le bras et est réveillée quasiment dans toutes les manœuvres provoquées de l'épaule. Il n'y a donc pas de test spécifique pour le biceps, cependant, plusieurs tests sont utilisés pour orienter le diagnostic. Le test de Speed, appelé également Gilchrist test ou Palmap test, est pratiqué en mettant le bras à l'horizontale dans le plan de l'omoplate et en réalisant une flexion du bras contre résistance, coude en extension et en supination, ce qui entraîne une douleur à la face antérieure de l'épaule, au niveau de la gouttière bicipitale. Ce test serait le plus performant dans l'examen du biceps, mais reste très peu spécifique. Le test de Hergason est réalisé en mettant le coude fléchi à 90 degrés le long du corps, le bras en pronation. Le patient réalise une supination contre résistance. La douleur signerait la tendinite.
Le test d'O'Brien consiste à demander à un patient de garder le coude en extension, puis de porter son bras en élévation antérieure à 90 degrés, légèrement en abduction, 15 degrés, et en rotation interne, pouce en bas, puis externe, pouce en l'air, de résister à une pression vers le bas. Le test est positif si une douleur apparaît en rotation interne et pronation, puis disparaît en rotation externe et supination. Il ne faut pas oublier les pathologies projetées, comme une pathologie tumorale, neurologique ou vasculaire. Devant la suspicion d'une instabilité, le contexte est différent. Il s'agit essentiellement d'un jeune patient sportif, plus rarement un adulte. L'histoire du patient a une grande importance, avec souvent la notion de luxation récidivante. Plus rarement, l'histoire est ambiguë, mais oriente vers une épaule instable. Le sens de la luxation est à déterminer impérativement car elle conditionne le geste opératoire. La plupart des instabilités sont antéro-inférieures. Plus rarement, elles sont postérieures et parfois multidirectionnelles. La recherche d'une éventuelle hyperlaxité est systématique. Elle est évaluée par la rotation externe de l'épaule, coude au corps, qui est supérieur à 85 degrés. La manœuvre de gager ou l'abduction passive de l'épaule consiste à bloquer l'omoplate par une main et à imprimer une abduction passive du bras par l'autre main strictement dans le plan frontal. Le patient doit être bien relâché pendant le test. Cette manœuvre est positive pour gager si l'angle scapulo-huméral est supérieur à 105 degrés. Pascal Boileau décrit que cette manœuvre est positive s'il y a une différence de 20 degrés par rapport au côté contralatéral, où le test est impossible à réaliser. Le sulcus sign consiste à mettre le patient en position assise. Lorsqu'on imprime une traction du bras vers le bas, on constatera l'apparition d'un sillon sous-acromial à la face externe de l'épaule. La traction est réalisée en rotation neutre et en rotation externe. Les manœuvres d'instabilité, nettes ou frustres, ne font que simuler le mécanisme qui provoque l'instabilité. Lorsqu'on suspecte une instabilité antéro-inférieure, on recherchera ce qu'on appelle l'appréhension. Le patient est positionné en décubitus dorsal, membre supérieur en abduction à 90 degrés. On imprimera alors des mouvements de rotation externe afin de recréer le mécanisme de subluxation antérieure. À ce moment-là, le patient est souvent extrêmement stressé par la peur de déclencher une luxation. On appelle cela l'appréhension positive. Cette appréhension est plus ou moins importante en fonction de l'importance de son instabilité. Le relocation test n'est autre que le test opposé au test de l'appréhension et qui rassure le patient en imprimant un mouvement du bras vers l'arrière pour faire disparaître son appréhension. Devant les rares suspicions d'une instabilité postérieure, le patient est examiné en position assise. Le bras est positionné en antéflexion à 90 degrés et en adduction, et on essaiera de provoquer une instabilité postérieure en appuyant dans l'axe du bras vers l'arrière. Ceci est appelé le jerk test. Enfin, l'instabilité multidirectionnelle reste une entité à part. Elle est fréquente chez la jeune fille. Le contexte est très particulier. La notion de subluxation volontaire est souvent présente. Le traitement reste difficile et l'indication chirurgicale doit être prudente. En fonction de l'orientation diagnostique, les examens complémentaires sont décidés. Devant une pathologie tendineuse, un premier bilan radioéchographique est demandé. L'arthroscanner ou l'arthro-IRM sont demandés si l'indication opératoire est posée. Devant une pathologie à type d'instabilité, l'arthroscanner ou l'arthro-IRM peuvent être demandés. Si une atteinte neurologique est suspectée, un électromyogramme sera prescrit.